Alors bonsoir mes chers amis. Je suis vraiment très émue et très touchée de vous retrouver ce soir en notre écrin Les Éditeurs, là où nous avons vécu notre belle aventure littéraire, le lieu de notre cercle, le rendez-vous Rive Gauche, là où parlent les livres, où nous donnons la parole à toutes les disciplines. Pendant toutes ces années, nos amis écrivains sont venus nous confier leurs connaissances, leurs doutes, et afin de nous permettre de faire l'expérience de ce monde et de répondre à nos questionnements. Ils nous ont enrichis, fait rêver, partagé nos sourires aussi, à l'occasion de nos agapes, pierres angulaires de nos soirées, et ensemble, nous avons créé un nouvel art de vivre, les rencontres littéraires et philosophiques à Saint-Germain-des-Prés, l'art de la conversation de notre cercle Rendez-vous Rive Gauche, avec bien sûr une parole et une pensée libre. Alors le temps s'est égrené, certes. À l'heure de renouer avec cette aventure littéraire, je souhaiterais vous remercier. Je souhaiterais vous remercier car grâce à vous, grâce à nos rencontres, fruit de votre confiance et de votre présence à mes côtés, une autre aventure a été possible. Celle de notre prix littéraire Marco Polo Venise, 9e édition cette année, avec la célébration de la Journée internationale de la traduction, et l'ensemble de notre événement culturel se déroulera le mardi 30 septembre à Venise, bien sûr, 30 septembre selon les dispositions de l'ONU et de l'UNESCO, parce que c'est la Saint-Jérôme, patron des traducteurs. Nous avons le patronage de l'UNESCO, le soutien du Parlement européen grâce à M. Sandro Gozzi, député européen. Alors rapidement, le prix récompense l'écrivain et son traducteur d'un roman italien traduit en langue française. Il a comme partenaire le groupe Generali, qui dès la première seconde, oserais-je dire, en la personne de son président, M. Philippe Denet, m'a fait confiance. Et aujourd'hui, le groupe Generali nous suit depuis 9 ans. Est venu nous rejoindre le groupe Trenitalia, pris en la personne de son président, M. Marco Cappucciuti, l'Institut des relations économiques entre la France et l'Italie, en la personne de son président, M. Fabrizio Romano. Nous avons également la librairie La Place Uzès en France, dont son propriétaire est ce grand éditeur Vincent Barbare, qui a des obligations ce soir et vous présente ses excuses. Et bien sûr, nous avons un écrin, un prestigieux écrin, la Fondation Querini Stampalia à Venise, prestigieuse aussi dans toute l'Italie, dont son président est également président de notre jury. Monsieur Paolo Moresini, je l'ai dit? Oui. Je pense que là, l'émotion est au summum. Voilà. Le cercle, le prix, voilà. Alors, bien sûr, eh bien, quand je parle d'émotion et d'amitié, je n'oublie pas mes amis membres du jury. Nous sommes 14. 13 amis me suivent depuis toutes ces années et nous vivons ensemble une aventure littéraire, bien sûr, mais vous l'aurez compris, d'abord humaine. Alors, pour clarification, je souhaiterais vous confier ce soir, puisque c'est la première soirée, la raison pour laquelle j'ai créé ce prix. J'ai créé ce prix pour montrer l'importance et la place essentielle de la traduction. La traduction, la langue des langues, celle qui fait face au défi de Babel, de maintenir le dialogue entre les cultures, le dialogue entre les langues, malgré tous les aléas des relations internationales, et face à un monde orphelin de sagesse pour créer de l'harmonie avec l'autre, je reste intimement convaincue que la littérature et la traduction nous offrent une promesse. La promesse d'aller au-delà des frontières, de sortir de l'entre-soi, de nous ouvrir au monde, de nous accompagner dans notre chemin, dans notre quête personnelle, même spirituelle, grâce à la connaissance des littératures étrangères, grâce, et ce n'est pas le moindre,
la connaissance de manuscrits et de textes anciens, patrimoine de notre humanité, et qui peuvent aujourd'hui nous donner des solutions pour créer un nouveau rapport avec le monde et de fait agir pour le bien commun. Sans oublier bien sûr, et pour ceux qui me connaissent, la nouvelle génération, car nous devons tous être des maîtres de lecture pour eux, car le livre est et restera toujours un passeport pour la vie. Alors, l'aventure Marco Polo, dans son esprit humaniste et d'ouverture de cœur, est venue tout naturellement prendre place à côté de notre aventure littéraire. Alors, grâce à vous, mes chers amis, France, Italie, Paris, Venise sont désormais nos deux destinations de notre cercle. Et en cette première soirée, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur de continuer à m'accompagner pour servir la culture avec le président du jury, les membres du jury et bien sûr tous les partenaires qui nous font confiance afin de participer au rayonnement de la littérature et, vous l'aurez compris, de la traduction. Merci. Alors, la séquence émotion étant passée. Alors maintenant, eh bien, on va faire la fête, hein, en joie. Non. Ça va revenir. C'est l'émotion là aussi. Voilà, et c'est reparti. On est en famille, hein, de toute façon. Hein. Alors, je souhaiterais ce soir vous présenter un philosophe fidèle de notre cercle littéraire, un philosophe qui a une approche transdisciplinaire pour répondre à sa quête de vérité. Il a l'art de convoquer les philosophes des sagesses antiques, les philosophes modernes, avec les neuroscientifiques et les psychanalystes d'aujourd'hui. Il fait partie de la nouvelle génération qui souhaite mettre la pensée du sage en acte, car pour lui, la philosophie n'a de sens que si elle s'incarne, si elle nous invite à grandir en humanité, à découvrir notre liberté intérieure et nous offrir une force de vie au quotidien. Il porte un regard positif, constructif, réaliste sur l'évolution de notre monde et sur notre capacité à y participer, attentif, curieux de tout, mais d'abord des autres. Il nous apprend comment ne pas être toujours choisi, comment aller à la rencontre de nous-mêmes, découvrir la complexité humaine, l'assumer et révéler notre singularité. Alors comment chérir cette vie sans forcément lui chercher du sens? Comment être heureux? Comment traverser toutes ces crises existentielles? Comment ne plus avoir peur et trouver la paix intérieure? Eh bien, il nous propose tout simplement de prendre à vivre en joie, car la joie se cultive, la joie s'invite et participe à notre consentement total à dire oui à la vie. C'est tout l'objet de sa philosophie dite pratique, une autre voie de sagesse. Merci et bienvenue, Charles Pépin. On continue. Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Bravo Christine pour tout ce que tu fais. Pour ce tête-à-tête avec une rose là qui m'est... Si tu peux avoir le tête-à-tête avec moi, ce serait pas mal.
Nous sommes trois. Nous sommes trois. Ouais. Hein. C'est normal. Alors, merci Charles d'avoir accepté, bien sûr, mon invitation. Et d'abord, avant de commencer, je souhaiterais confier à nos amis, quand je t'ai téléphoné j'étais d'ailleurs à Venise, te demander si tu acceptais de reprendre l'aventure. C'est une véritable aventure. De reprendre la voiture. La voiture. Alors, on reprend l'automobile. Ouais. Hein, on reprend l'automobile. avec moi. Tu m'as évidemment demandé quel était le thème. Oui. Et alors, spontanément, je t'ai dit la joie. D'abord parce que deux raisons. La première, c'est que effectivement, c'est une émotion qui est centrale dans notre vie, car elle est la manifestation de notre élan vital et comment on peut vivre selon notre nature. Donc, un vrai sujet. Et puis la deuxième, eh bien, tu te présentes toujours comme philosophe d'une philosophie pratique, donc existentialiste, donc savoir mis en pratique. Et quand on voit, à partir de ton roman philosophique sur la joie, qui va nous donner un peu le fil, et les autres publications à partir de ce roman philosophique, alors nous allons les nommer, il y a quand même Quand la beauté nous sauve, Les vertus de l'échec, La rencontre, Vivre avec son passé, j'en ai oublié un. Et tu peux m'aider? Je l'ai dit au début, Les vertus de l'échec. La confiance en soi. La confiance en soi. Les philosophes sur le divan. Oui, je l'ai là d'ailleurs. Quand la beauté nous sauve. Voilà, les philosophes sur le divan. Et bien sûr, le dernier, Vivre avec son passé. Voilà, ils sont tous là. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, si je ne fais pas tout tomber. Alors voilà, et donc, il me semble que finalement, tu es le philosophe de la joie. Non? En tout cas, j'aime bien m'interroger sur l'énigme de cette émotion. Je ne me définirai pas comme ça parce que, d'abord, j'aime pas trop les définitions, mais par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'approcher le plus près possible l'énigme du moment où la joie surgit, voilà. Où la joie nous envahit de façon assez bizarre. Souvent, parfois, vous avez remarqué, on n'a pas de raison d'ailleurs parfois d'être joyeux. Parfois, c'est d'ailleurs déplacé. Hein. D'autres souffrent. Parfois, il n'y a pas de raison de se réjouir. Donc, je suis plutôt intéressé par cette énigme. Et je la trouve aussi d'autant plus intéressante dans l'époque dans laquelle on vit. Parce que cette époque se caractérise, je dirais, par deux choses. La première, là, il n'y a plus de son, là. Ça marche, oui, voilà. La première, c'est que elle ne nous donne pas vraiment de raison d'être joyeux. Et la deuxième, c'est qu'évidemment, symétriquement, elle nous encourage. Il y a un problème de sens. Voilà un autre micro qui arrive en ce coup. N'appuie pas sur le micro, le bouton ferme. Mais j'appuie pas sur le micro. Bon, je vais passer un autre micro. Ouais. Disons que. Autrement, on va crier. Ouais. Il a l'air mieux celui-là. Ça marche comme ça, hein? Vous m'entendez bien? Oui. Et la deuxième, c'est que, évidemment, dans une époque violente, angoissante, effrayante et déprimante, la proposition qui nous est souvent faite est une proposition, on va dire, de pensée positive, de psychologie positive, de voir les choses positivement. Et c'est pas du tout mon approche. L'approche de la joie que je défends, en m'inscrivant dans toute une tradition stoïcienne, spinoziste, nietzschéenne, Clément Rosset, c'est pas du tout une façon de positiver, pas du tout. C'est plutôt une manière de lucidité et une façon de trouver la joie dans l'acceptation lucide du fait qu'on n'a pas de raison d'être joyeux. Donc c'est pour ça que c'est une position assez particulière et c'est peut-être un des échanges qu'on va avoir ce soir. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de plus triste que de se forcer à avoir l'air heureux. Il n'y a rien de plus triste que la pensée positive. Vous savez, cet exercice qu'on vous propose le matin au réveil pour vous mettre en forme et tromper vos propres neurones sur le fait que vous allez bien. Il y en a un que je vous recommande particulièrement, c'est de mordre un stylo le matin. C'est un exercice de psychologie positive qu'on trouve beaucoup sur Instagram. On vous propose de vous réveiller et puis comme vous avez une sale tête et que vous n'êtes pas en forme, vous êtes angoissé, vous avez mal dormi,
et bien alors il s'agirait de tromper son propre cerveau en envoyant un signal de bonheur, et pour ça de dessiner un visage, un sourire sur son visage, et pour le dessiner, je ne vais pas le faire parce que j'aurais vraiment l'air d'un con, il faut mordre un stylo, et quand on mord un stylo, ça dessine un sourire qui trompe son propre cerveau. Eh bien moi, ma philosophie, c'est le contraire, et on pourrait résumer ce contraire ainsi: si vous vous levez avec la tête dans le cul, il faut dire oui à ça. Il ne faut pas essayer d'en sortir. Il faut pas, parce que plus vous essayez d'en sortir, moins ça va marcher. Et toutes ces morning routines, comme on dit, qui sont destinées à nous mettre en forme, à mon avis, sont contre-productives. Et toute l'idée opposée que je défends, c'est plutôt d'entrer en relation avec la fatigue, avec la tristesse, avec la mélancolie. Et à partir du moment où on entre en relation avec ce qui est là, trouver la joie, d'abord parce que c'est réel, et parce qu'on va se sentir fort aussi, et ça va nous mettre en joie de se sentir capable de ne pas refuser ce qui est. Et donc si on a une désillusion, si on a de la tristesse, si on a de la mélancolie, ou même si on a simplement de l'énervement ou de la colère, et qu'on se sent capable d'y consentir, pour moi ça met déjà en joie. Après, bien sûr, il y aura d'autres joies. Bien sûr. Après, on pourra être heureux, on pourra avoir un moment de jubilation, on pourra avoir la joie de se développer, la joie de se rencontrer. Mais ce n'est pas conditionné, surtout pas conditionné par l'évitement des émotions négatives. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Que les émotions qu'on appelle négatives, par exemple la honte, la colère, la tristesse, elles sont importantes et elles font partie de la vie. Tu évoquais toi-même dans ton introduction le grand oui à la vie de Nietzsche. Ben, dans le grand oui à la vie de Nietzsche, il n'y a pas de place pour une émotion négative. Si par exemple vous avez honte, alors c'est désagréable, mais cette honte, elle dit que vous n'êtes pas à votre place dans un groupe social avec son conformisme, sa pesanteur. Donc elle dit quelque chose de positif. Si vous avez de la colère, c'est violent, mais ça dit qu'il y a une limite qui n'aurait jamais dû être franchie, et ça montre quelque chose de souverain. Donc au fond, il y a toujours quelque chose de positif dans les émotions négatives. Donc on ne devrait plus les appeler comme ça. C'est émotion, point. Oui. Alors, nous allons faire, pour nos amis, pour essayer d'avoir quand même un fil conducteur, et tu nous permets de revisiter déjà plusieurs philosophes qui vont être au centre, hein, vraiment, Bergson, Spinoza, j'aime beaucoup, Nietzsche, bien sûr, et quand même, je le mets dans la philosophie. Oui. C'est un écrivain philosophe, à mes yeux, c'est Albert Camus. Et d'ailleurs, pour donner, parce que on va peut-être commencer par ton roman philosophique pour donner le ton, si tu veux bien. Et dans La rencontre, déjà tu en parles, en disant avant de rencontrer Camus, le soleil était ce dont il fallait se protéger avec une casquette et de l'écran total. Après, je trouvais en lui un allié pour les temps difficiles. J'apprendrai à voir le monde dans sa lumière qui ne ment pas. Bref, j'ai rencontré le soleil grâce à Camus. J'ai découvert dans ses livres ce que j'expérimenterai plus tard et qui deviendra presque une éthique de vie, s'efforcer de rester solaire jusque dans les mauvaises passes, malgré les déconvenues ou les blessures, aimer la vie quand bien même elle n'aurait aucun sens. J'écrirai d'ailleurs un roman, La joie, pour rendre compte du changement opéré en moi par la lecture de l'étranger, dans ton livre de la rencontre. Alors, évidemment, notre cher Albert Camus va nous suivre, on va lire plusieurs passages, et peut-être pour nos amis, ce roman philosophique introduit bien, car ton héros ne connaît que des épreuves, et il reste en joie jusqu'à la fin. Alors, parce que l'objet de la soirée, c'est quand même comment inviter la joie, comment la cultiver, et comment justement notre désir, pour parler comme Spinoza, orienter notre désir pour justement que cette manifestation arrive. Et donc, commence peut-être pour nous raconter un petit peu cette histoire rapidement, avant d'aller sur les autres essais. Oui, alors déjà c'est un roman. Oui. Et puisque vous m'invitez à en parler, je vais vous dire la vérité. En fait, moi j'ai commencé par des romans. Avant même de devenir prof de philo. Et puis, les romans m'ont rendu malheureux. Ils n'ont pas rencontré le succès que j'attendais. Il faut dire que j'étais excessivement arrogant. Et j'ai toujours pensé que mon premier roman, ou peut-être le deuxième, m'installerait dans un succès planétaire, une reconnaissance immédiate et totale.
Et ça n'a pas du tout été le cas. Et en plus, ça m'a attiré beaucoup d'ennuis personnels, parce que c'était un peu dans le genre de l'autofiction. Et comme j'étais prof de philo, je me suis mis à écrire un peu des essais, et puis finalement, c'est ça qui a marché. Du coup, ce succès, pourrait-on dire, est allé avec l'échec, au fond, de ma première vocation. Et c'est comme si ce succès m'avait coupé de ce à quoi j'aspirais vraiment. Ce succès m'a apporté beaucoup de joie. J'étais très heureux d'avoir un public en tant qu'essayiste, mais mon cœur était plutôt dans la littérature. Et au bout de quelques, je sais pas, 10-15 ans, je suis revenu au roman, avec ce roman La Joie. Et qui est pour moi, de tous mes textes, celui que je préfère, celui dans lequel je suis le plus moi-même, dans lequel je me reconnais le plus. Et donc il a une place tout à fait à part dans mon travail, et de surcroît, il dit quelque chose de philosophique qu'on retrouve dans tous les essais, parce que dans les vertus de l'échec, j'explique que paradoxalement, l'échec est la condition des vraies joies dans la vie. Dans la confiance en soi, j'explique que la joie met en confiance beaucoup plus que la compétence. Dans Vivre avec son passé, je montre qu'on peut savoir se réjouir rétroactivement des bonheurs passés. Donc finalement, c'est la notion centrale de mon travail, comme tu l'as effectivement très bien dit. Après, comme je n'avais pas écrit de roman depuis longtemps, je n'y arrivais pas. Et j'ai fait une première version, et mon éditeur, Guillaume Allary, qui est aussi mon meilleur ami, m'a dit, écoute, c'est vraiment pas bon, tu as perdu la main, et notamment en dramaturgie. Tu sais plus enchaîner tu sais plus construire une histoire, ça fait longtemps que tu fais plus ça. C'est incompréhensible. J'avais écrit il y a une histoire, mais j'avais commencé par la fin, ça commençait en prison, puis il y avait des flashbacks, on ne comprenait rien. Et il m'a dit, écoute, t'as qu'à reprendre la structure de l'étranger, puisque j'avais déjà repris l'histoire de l'étranger, mais j'avais pas pris la structure. Or, si vous lisez L'étranger de Camus, il y a une structure absolument implacable, il y a une série de scènes linéairement qui s'enchaînent, et puis quand il y a le crime et le procès, on relie à l'envers toutes les scènes dans une sorte de symétrie parfaite. Et donc, j'ai copié la structure terme à terme. C'était une contrainte formelle qui m'a totalement libéré et qui m'a permis du coup de dire ce que j'avais à dire. Et ce que j'avais à dire, c'est que selon moi, Meursault, il est déjà joyeux, le Meursault de l'étranger. Alors qu'on le présentait au lycée de façon un peu caricaturale, comme un dépressif, comme un indifférent, comme un bizarre. En fait, pour moi, il est plutôt normal et il a une façon de vivre qui me paraît plutôt saine et il est capable de saisir la joie là où elle est, au fond. Et donc, j'ai voulu à la fois rendre justice au Meursault de l'étranger trop longtemps caricaturé. Et il faut dire aussi, pour présenter le livre, qui est très bizarre, c'est que comme j'avais aussi beaucoup aimé La force majeure de Clément Rosset, qui est un essai sur la joie, et dans La force majeure de Clément Rosset, il caractérise la joie par différentes choses. Elle est infondée, elle est folle, elle est sans raison, elle est amorale, etc. Et à chaque fois que j'avais un problème d'écrivain sur comment raconter la scène dans mon roman, j'allais chercher chez Clément Rosset la réponse. Donc en fait, le livre est complètement improbable, parce que c'est un remix de L'étranger de Camus, guidé par Clément Rosset. Et c'est un roman qui ne se dit pas vraiment roman. Et finalement, après avoir été beaucoup dans l'insatisfaction, dans le fait de ne pas y arriver, eh bien, soudain, j'ai trouvé le ton. Et je l'ai écrit en 15 jours à la campagne, dans une sorte de parenthèse merveilleuse, où j'étais tout seul dans une maison en Bourgogne. Et je ne mangeais que des gougères, et je ne me nourrissais que de Sancerre rouge. J'ai pris en 15 jours de 6 ou 7 kilos. Et j'écrivais ce livre. Et il y avait en face de moi un homme qui réparait une allée de gravier. Et il changeait les graviers par des dalles de pierre de Bourgogne. Et on a travaillé exactement ensemble, au même rythme. Il l'a fait en 15 jours, je l'ai fait en 15 jours. Et donc j'adore ce livre, donc je te remercie d'en parler. Oui, voilà, je voulais introduire, puis il a quand même un titre évocateur. Alors, peut-être pour commencer ce chemin, puisque à travers la joie est quand même une quête, pour moi, une quête de sagesse, dans le sens où elle est vraiment une pratique d'éthique de vie personnelle, personnelle bien sûr, donc qui s'élabore par rapport à notre vécu et qui doit nous permettre de vivre selon notre nature et donc d'être heureux. Là on est dans de réussir
la vie, pas dans la vie, bien sûr, hein, on fait une nuance, et comment, évidemment, on va pouvoir grandir et persévérer, comme dirait Spinoza dans notre être. Et je pense que commencer par la beauté me semble un bon chemin, car la beauté est quand même, et tu en parles très bien, donc je vous rappelle, quand la beauté nous sauve, elle nous transcende, elle nous transforme, face à toutes ces épreuves du réel, dont l'ultime est quand même la mort, hein, et face à toutes ces... Oui, recommandé, hein, jusque-là. Et donc... Tu as bien bossé, je vois. Oui. Oui. Et donc, du coup, toutes ces épreuves, les joies qui y sont associées, qu'elles soient charnelles, qu'elles soient spirituelles ou autres, eh bien, elles nous amènent toujours au mystère de l'amour. Alors, oui. Non, je t'écoute. Très bien. Et donc, ça me fait penser, tu vois, je ne pensais pas que j'allais dire ça, à François Chêne, que j'aime beaucoup. François Chêne, que j'aime beaucoup, nous sommes en conversation. Oui. Donc, qui dit sur le sens, il y a 3 mots. Il y a la sensation, il y a la direction, il y a la signification. Et c'est vrai que pour la beauté, la signification est donc l'amour. Mais l'amour, celle qui nous permet de communier, celle qui nous permet de nous agrandir et d'avoir la conscience qu'elle grandit. Et là, avant que tu y répondes, je voudrais quand même rester sur Albert Camus, parce que comme la beauté est quand même finalement inséparable de notre conscience, du tragique de notre condition humaine, donc ce passage que j'ai dû lire 1000 fois, ce n'est pas d'être heureux que je souhaite maintenant, mais simplement d'être conscient. On se croit retranché du monde, mais il suffit qu'un olivier se dresse dans la poussière dorée. Il suffit de quelques plages éblouissantes sous le soleil du matin pour qu'on sente en soi fondre cette résistance. Ainsi de moi, je prends conscience des possibilités dont je suis responsable. Alors là, chaque minute de vie porte en elle sa valeur de miracle et son visage d'éternelle jeunesse. Je trouve ça extraordinaire. Ça me fait penser à Bobin. Tu sais, il disait sur la joie, lui qui avait une approche plus mystique, il parlait d'émerveillement de la joie pour une seconde d'éternité. Et donc, ça nous ramène quand même à notre condition humaine. Nous sommes mortels. Alors, c'est un très beau passage de Camus. J'ai vécu un truc bizarre là parce que je croyais que tu lisais mon livre. Je me suis dit, je dois reconnaître que je me suis à un moment dit, mais non. Ou alors je sais que j'avais un peu perdu la main. Il n'est pas mauvais ce Camus. Oh ben non, il est excellent. Voilà, alors ce que je peux peut-être vous raconter. Oui, vas-y, ben, je vous permets. C'est que j'ai appris donc, après avoir donc remixé l'étranger, oui. Et après avoir relu l'étranger tous les étés de manière un peu bizarre, sans savoir pourquoi, depuis mes 16 ans jusqu'à mes 40 ans, après être tombé dessus à l'oral du bac français, tu vois. voilà, et après avoir grandi dans un univers, on va dire, bourgeois, catholique, français, même si ma mère est juive, elle vient d'Algérie, mais on était assez coupés de cette culture-là, j'ai appris que donc Camus était le meilleur ami de mon grand-père, mais qui est mort quand j'avais 1 an, et que c'est mon grand-père qui a raconté à Camus, dans un café, le fait divers qui lui a inspiré l'étranger, et que le Raymond, qui est l'ami méchant que j'ai appelé Ange dans mon livre, est en fait le 3e homme de ce trio d'amis. Et donc l'histoire a été tellement dingue que je n'y croyais pas. Et c'est Martin Legros de Philosophie Magazine qui a fait l'enquête. Je lui ai filé des numéros de gens de ma famille qui étaient encore vivants. Il a enquêté, tout est vrai, tout est sourcé. Et donc évidemment, c'est le prochain livre que je vais écrire. Je vais essayer d'enquêter sur cette chose que je n'ai pas su et qui en fait m'est revenue. Et sur le fait que
que je me suis toujours senti chez moi, alors que j'ai grandi à Paris, loin de l'Afrique du Nord, mais que je me suis toujours senti chez moi au soleil, chez moi dans le sud, que j'ai toujours compris Camus hyper bien, mais sans savoir. Parce que c'est quand même mon grand-père, Ben oui. c'est pas du tout loin. Et de plus, mon grand-père est mort quand j'avais 10 mois, mais c'est lui qui s'est occupé de moi à la naissance, quand ma mère était étudiante. Et donc, il semblerait qu'il y ait une sorte de transmission très intéressante. Et évidemment, quand Martin Legros a fait l'article, eh ben, on s'est retrouvé avec mon éditeur, on dit, attends, on va pas laisser l'article sortir dans un numéro d'été, il faut que j'en fasse un livre, et que je réfléchisse à ce qui s'est passé en fait. Comment j'ai pu ignorer mon histoire, mais en même temps, tout en l'ignorant, parce que finalement, ce que j'ai fait dans La Joie, c'est même singer l'écriture de Camus, Oui. presque comme un pastiche au fond. Mais je ne savais pas à quel point c'était proche de moi. Après, l'histoire est plus compliquée, il a même été le prof de français de ma grand-mère, mais c'est surtout l'amitié avec mon grand-père qui est étonnante. Ben, vous voyez, vous Ouais. avez un scoop, nous avons C'est pas un déjà. scoop, c'est pas, le prochain livre ça a déjà été de- écrit dans la presse et tout, mais c'est sûr que je vais après faire une sorte d'enquête biographique où la question philosophique qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on est toujours rattrapé par ce qu'on est finalement, Ça et fait penser. pourquoi est-ce qu'il y a, de toute façon, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, une fidélité à son histoire. Ça Et fait- comme mon dernier livre c'était Vivre avec son Oui, passé, c'est ce que j'allais te ben, dire. en fait, Tu je as vais fait faire la version biographique de la version théorique, quoi. On est toujours, de toute façon, on hérite de son passé et on ne vit qu'avec son passé. Mais Voilà. on est autre chose. On verra ça tout à l'heure. Exactement. Alors, par rapport à la beauté, parce que j'aimerais qu'on insiste un petit peu, parce qu'il me semble que c'est par rapport à la joie, la beauté nous permet justement d'en faire l'expérience. Il y a plusieurs. Alors, il y a la joie d'un beau paysage, il y a la joie d'un beau visage, il y a la joie. Tu insistes beaucoup sur la musique, mais c'est toujours pour nous montrer cette espèce de puissance d'exister qui nous habite et la conscience d'un seul coup par rapport au réel, on communie avec le monde. Et je pense, Ouais. C'est intéressant cette idée d'expérience esthétique Oui, qui réunit, comme tu le dis, la joie et le rapport à la beauté. pour moi, ils vont toujours ensemble. Même si, bien sûr, on peut avoir une expérience esthétique qui rend triste, et on peut avoir une expérience esthétique aussi devant ce qui est laid, mais là où tu as raison, et c'est un peu central dans mon travail, c'est qu'il y a dans l'expérience esthétique une joie d'habiter le monde et d'être présent Oui. dans plus grand que soi, effectivement. On est disponible au monde. Voilà, effectivement. Et c'est vrai que du coup, le livre Quand la beauté nous sauve, c'est mon premier essai. Enfin, j'en avais fait d'autres, mais c'est mon premier essai, on va dire, un peu grand public. Et c'est vrai qu'il résonne particulièrement avec ce roman La Joie qui viendra 10 ans après. Qui viendra Il y a une sorte de parenté, ouais, de résonance, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Et de quelle beauté parlerais-tu, toi? Plus de la musique, peut-être? Oui, je pense que la musique nous touche de façon plus complète et nous permet d'accueillir notre humanité de façon plus globale. Alors, c'est très discutable. Les amateurs de peinture diront évidemment que face à un grand tableau, il y a aussi différents plans, que le grand tableau nous convoque aussi dans notre multiplicité. Mais je ne crois pas, même si c'est... Je crois pas, je crois qu'il y a dans la polyphonie, dans la musique, quelque chose qui est de nature à éveiller notre intériorité de façon plus complète, sans qu'aucune part de nous ne soit laissée de côté. Alors que dans la peinture ou dans la sculpture, après, si c'est le cinéma, il y a de la musique dans le cinéma, la littérature, il y a une musicalité, donc c'est autre chose. Mais je pense que c'est la musique qui est l'art supérieur, en fait. Oui. Et j'ai écrit beaucoup là-dessus. J'ai eu aussi beaucoup d'échanges là-dessus avec un ami, Alexandre Lacroix, qui a réfléchi aussi sur cette... je crois que tu l'avais reçu aussi. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque de crispation identitaire. On nous demande beaucoup de nous réduire toujours, de nous simplifier, de nous présenter comme appartenant à tel clan identitaire. Et donc, l'émotion esthétique nous permet, enfin, nous autorise à exister de manière plus ambiguë, plus paradoxale, plus contradictoire même, mais la musique, plus encore. Oui, parce qu'on a l'impression, quand on est par exemple dans un concert, que
on est disponible au monde, qu'on a l'impression d'aimer tout le monde, de tout, voilà, il n'y a plus de l'amour. Et alors là, ce soir, justement, il y a un de tes amis qui a voulu te rendre hommage, oui, qui va venir te témoigner de son amitié. Et voici une surprise. Je vous demande d'applaudir Sylvain. Est-ce qu'elle va être bonne? Ça, c'est une bonne surprise. Qui est musicien et pour vous et pour Charles va donc jouer un morceau qui existe, d'ailleurs les paroles existent dans le livre La Rencontre. Excellent, ça c'est une bonne surprise. Je ne pensais pas en te quittant cette nuit Oui, c'est ce qu'il m'a raconté. te retrouver si vite. Et si vous êtes venu au théâtre de la Porte Saint-Martin, peut-être certains sont venus. C'était Sylvain, que vous reconnaissez, qui était là. Ben, cette charge accordée à la musique, je suis pas sûr de pouvoir la prendre entièrement sur mes épaules. C'est vrai, c'est une bonne. Je vais rester sur la surprise plutôt. Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square des fleurs pour l'église. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, je me souris. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai son ami. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile. Nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je lui dirai les mots bleus, je lui dirai tous les mots bleus, tous les mots bleus. Alors, bravo Sylvain, j'en profite, c'est une vraie surprise, hein. Toujours agréable de voir Sylvain apparaître. J'en profite quand même pour vous parler de son podcast, qui est incroyable, qui s'appelle le podcast Maudit, où Sylvain fait l'histoire des poètes maudits, mais en mettant en musique leurs poèmes. On peut trouver ça sur toutes les plateformes, je crois. Les meilleurs en tout cas. Ouais. Ça s'appelle le podcast Maudit. Toutes les françaises. Le podcast Maudit, Sylvain Aurel, et c'est assez merveilleux de voyager comme ça dans la poésie, chez les poètes maudits, qui sont... en fait, Sylvain raconte leur histoire, et puis soudain, la guitare arrive et ça devient une chanson.
Voilà, merci. Alors, il y aura une autre chanson, parce que quand même, j'ai mes Italiens qui sont avec nous, et peut-être on peut chanter la Dolce Vita. Bien sûr. Ah ouais. Tout de suite. Ah oui. J'ai une petite liste avec Et, plusieurs morceaux. Voilà, hein, on va chanter la La Dolce Dolce Vita. Vita maintenant. Quand vous voulez. Et après, on continuera sur notre... Ben, la joie, hein, c'est le thème de la soirée. Hein. Ça, c'est pour l'Italie. Moment italien et un peu français aussi. Les soirs sont fous. Je traînais sur ma Vespa, mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je prenais pour baigner, conduisant du monde. Mais je t'ai rencontré, et puis tout a changé. Le piège était facile. Tu es tombé dans mes bras. On se promenait en ville. C'était le Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me placer. Même dans l'obscurité, je te revois encore. Je ne t'oublie pas, Elsa. Bon, voilà. Alors, on va continuer. Bravo en tout cas Sylvain, c'était très beau. Voilà, c'était pour la partie surprise. Christophe était un petit peu avec nous. Voilà. Christophe, dont tu parles dans ta livre, La rencontre. En fait, cette chanson, elle est adressée, je l'ai découvert à ta lecture, Ouais. à une rencontre qu'il a imaginée, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, c'est ça. Et surtout, il raconte très bien ce qui est la thèse de mon livre, au fond, Oui, que la rencontre a Bon, toujours ben- déjà eu lieu, au fond. On a l'impression qu'on se connaît déjà. on se connaît de déjà, certaine bien manière. sûr. Et c'est pour ça qu'il parle de retrouvailles, comme l'a très bien chanté Sylvain, des retrouvailles alors qu'il ne la connaît pas. Ce sera nos retrouvailles. Et, mais après, ce que j'explique dans le livre, c'est que ce sentiment d'évidence, de reconnaissance, n'est pas le véritable signe en fait, de la rencontre. C'est une dramaturgie. En fait après, je critique cette idée, parce que je pense que le vrai signe de la rencontre, c'est pas du tout ce sentiment d'évidence, parce que ce sentiment d'évidence et de reconnaissance, parfois est trompeur, parfois on y croit et puis on se plante complètement. Le signe que la rencontre a eu lieu, il est d'ailleurs. Il est dans le fait qu'on a changé de regard sur le monde, qu'on a changé en fait. Mais comme tu expliques très bien, il nous est demandé de nous décentrer. J'aime cette expression quand Ouais. tu dis, déjà, alors plus que pour aller dans la manifestation de la joie et grandir dans notre puissance vitale, c'est vrai que la rencontre nous permet de faire l'expérience de l'altérité. Ouais. Et donc, l'autre, on ne va pas rencontrer une vraie rencontre, c'est pas la peine de rencontrer le même que soi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant ta construction, parce que, a priori, la joie aujourd'hui, on imagine c'est la joie d'être soi. Ah non, Eh ben non, je pense qu'on est très fatigué d'être soi. on est très fatigué. Et ça fait du bien de s'oublier un peu. Mais c'est pas facile, parce qu'on est très autocentré. Il y a des études qui montrent en psychologie que les pensées d'un individu, je crois, pour plus de 90% sont auto-centrées sur une journée. Donc on passe 90% de ses pensées journalières à penser à soi, son argent, son bonheur, sa santé, ses problèmes. Et on n'arrive pas, au fond, à s'intéresser vraiment à l'autre plus qu'à soi, sauf précisément quand il y a la grâce de la rencontre, où là, quelqu'un m'étonne
je suis curieux, et du coup, je m'intéresse moins à moi, et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Mais- C'est ça. oui, c'est ça. Mais Et la joie, et c'est la joie du décentrement que tu évoquais, au fond, la joie de n'être plus soi. Et d'ailleurs, ça rejoint l'extase qu'on évoquait avant, oui, ou la contemplation esthétique, ou même les extases mystiques. C'est que cette joie-là, tu as vu, je thématise bien ta soirée. je vois, mais je te suis. Cette Je vois joie-là, que tu me suis, c'est oui. c'est la joie de n'être plus soi, justement. C'est la joie de n'être plus soi. C'est le contraire de l'agressivité identitaire d'aujourd'hui. Et au fond, c'est la joie de... c'est l'extase au sens étymologique. Je ne suis plus moi. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est ça une expérience mystique au sens propre. Au sens propre, oui. C'est quand je ne suis plus moi et je me dissous, je disparais, quoi, dans le tout. Voilà. Oh, mais dis donc, tu me fais bien plaisir ce soir. Mais, Voilà. très bien. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas, même inconsciemment, l'objet de chacun d'entre nous? Puisqu'il nous est demandé à la lecture de Camus, justement, même de Nietzsche, d'aimer la vie pour la vie, vraiment ce oui franc, là on va arriver sur plus, je dirais, dans ce prolongement, d'aimer la vie pour la vie, et non pas de chercher, on parle beaucoup de sens, moi la première, toujours la quête du sens, et finalement, notre accomplissement, c'est pour chercher le sens que l'on veut donner à la vie. C'est pas la même chose. Parce qu'on ne peut pas chercher du sens dans la vie, parce qu'on nous demande d'être créatif. Ouais, tout Et à pour fait. être créatif, il faut bien être à la rencontre Ouais. du monde, mais surtout pas de soi. Très bien, tu as raison, c'est très bien dit. Oui. C'est vrai. Mais d'ailleurs, le podcast que je sors chaque semaine, Oui, et l'épisode qui est sorti ce matin, oui, donc ce matin, Oui. aujourd'hui, sur toutes les plateformes aussi, comme le podcast de Sylvain, et ben, fais ta public. le sujet, c'est la vie a-t-elle un sens? Ah, j'ai pas écouté encore. Et je réponds précisément que dans une optique existentialiste, par exemple, il a le sens qu'on va vouloir lui donner, que on est producteur du sens de cette existence, Oui, exactement comme tu le disais. Donc, c'est pas un sens qui est là. Voilà, l'existence précède l'essence, donc le sens n'est pas là. En revanche, on peut lui en donner. Et pour revenir au sujet de ce soir et à ton introduction, il y a des grandes façons de donner du sens à la vie, qui à la base, pour moi, n'en a pas. Donc, dans une logique d'un humanisme athée, ou non religieux, ou même non métaphysique. Et parmi ces façons de donner du sens à la vie, il y a l'amour, justement, que tu évoquais au début. Oui. L'amour est une manière de donner à la vie un sens qu'elle n'a pas. On peut tout à fait se reproduire sans s'aimer, on peut survivre sans s'aimer, mais ça a plus de sens en s'aimant. Et la joie, c'est peut-être une autre réponse possible. Après, je pense qu'une autre réponse, c'est aussi le progrès. Le fait de progresser, ça peut donner du sens à la vie. Et donc voilà, l'amour, le progrès, la joie. mais après, ça dépend de quel amour, parce qu'il y a une progression aussi dans l'amour, parce que je crois que le but La liberté aussi. voilà, le but ultime, tu vois, tu m'enlèves Ouais. de la bouche, c'est la liberté. Mais Ouais. là, alors ce serait bien, toi, en tant que philosophe, de définir cette liberté. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur la liberté. Alors la liberté intérieure, Ouais. extérieure, ça on l'entend pas, parce que c'est très facile de dire je suis libre d'aller à droite, d'aller à gauche. Mmh. C'est pas celle-ci, c'est celle qui vient justement au-delà, quand on est dans une conscience d'amour, enfin, justement une conscience ouverte, donc d'amour au-dessus. Alors ça, c'est une proposition intéressante. C'est de dire que la liberté, c'est cet être au monde qu'on a déjà évoqué. Oui, Mais autant j'aime bien cette idée Oui. de l'expérience métaphysique, de l'extase et tout. Mais pour moi, c'est pas la vraie liberté. Je reste beaucoup plus occidental ou européen en essayant de défendre une liberté individuelle malgré tout. bien sûr. Donc là, on n'est plus dans l'extase, on n'est plus dans le fait de sortir de soi, mais plutôt dans qu'est-ce qui pourrait être ma liberté à moi. Et moi, je suis très bergsonien. Oui, Donc je pense que, je te réponds très clairement, la liberté, c'est de réussir à vivre d'une manière qui nous ressemble. oui, Donc, ça ne veut pas dire qu'on s'est arraché aux contraintes, ça ne veut pas dire qu'on est indépendant, ça ne veut pas dire qu'on a une liberté politique ou autre, mais ça veut dire que dans ces contraintes, dans ces conditionnements, voire
dans ces déterminismes sociaux, inconscients, génétiques ou autres, on arrive malgré tout à exprimer sa personnalité véritable. Oui. Cette personnalité n'étant pas libre, parce qu'on n'est pas libre, on est évidemment très fortement influencé économiquement, socialement, inconsciemment, neurologiquement, physiologiquement, génétiquement. On a très peu de liberté. Mais en revanche, quand au cœur de tous ces conditionnements, on réussit à s'exprimer, comme dit Bergson, à exprimer ce que Bergson appelle la mélodie intérieure de la subjectivité personnelle, alors on est libre. Pour le dire plus simplement, quand dans toutes ces contraintes, vous avez l'impression que vos gestes, vos actions, vos relations humaines, vos décisions vous ressemblent, c'est que vous êtes au moins un peu libre. Alors justement, est-ce que c'est pas le moment où pas la liberté, mais la joie va se manifester? Alors ça, c'est très intéressant. On pourrait penser que oui. D'ailleurs, c'est ce que dit Bergson. Oui, c'est pour Il ça. dit que la joie est le signe que quelque chose est réussi dans cette vie. Voilà. Et Que la destination... et que cet élan vital qui traverse tout le vivant, à un moment, se ramasse en moi, dans ma personnalité singulière, et c'est là que je suis libre. Voilà. Donc, prenons l'exemple de Sylvain qui a chanté la Dolce Vita. Est-ce qu'il l'a chanté à sa manière? Est-ce qu'il a peut-être chanté... tu veux rejouer? Non. Voilà. C'est une bonne question. Quand vous avez quelqu'un qui parle, comme moi maintenant, quelqu'un qui chante comme Sylvain, quelqu'un qui présente son événement comme Christine, on est évidemment très contraint, on a des corps, on a des fatigues, on a des déterminants sociaux, mais est-ce qu'on le fait à sa manière? Voilà. D'ailleurs, c'est la chanson de Nina Simone, My Way, sublime réinvention, comme d'habitude, de Claude François, paroles déprimantes, l'ennui, et en fait, inversion du sens, I did it my way, j'ai fait les choses à ma façon. Au fond, c'est ça la liberté pour moi. Alors justement, j'allais poser la question, puisqu'on est dans une... parce que c'est pas contradictoire d'avoir une approche quand tu dis toujours un peu plus métaphysique ou mystique, et une approche, je dirais, d'un être humain qui est responsable, parce qu'on doit quand même répondre de ce que nous sommes, et on doit participer à la cité. Oui, oui. Alors, je pense que là, il est nécessaire d'être... C'est pour ça que le mot à créativité, et ça revient beaucoup chez Bergson, me parle beaucoup parce que, de toute façon, que l'on vive une épreuve, un échec, comme tu y parles dans les vertus de l'échec, une déception, à un moment donné, vivre avec son passé, hein, parce qu'on réfléchit sur tout ce bagage que nous portons, on est bien obligé de faire, alors soit de décider, soit de choisir, ça j'aime beaucoup ce passage, je ne sais plus dans quel livre c'est dans La confiance en soi, je pense, de se créer pour pouvoir aller être dans l'action et avoir l'élan de retourner dans cette vie, parce qu'on est bien obligé d'accepter. Ouais, tu as raison. Donc en plus, la créativité met en joie. La créativité existentielle que tu évoques, c'est ça qui met en joie. Et c'est ça qui nous sauve quand la vie est dure. Et d'ailleurs, quand on est mal, on ne retrouve pas cette créativité. Dans le trauma, dans le figement, cette créativité, elle ne se déploie plus. Et d'ailleurs, quand on répète à l'identique un schéma traumatique, on a perdu cette créativité. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au fond, la vraie joie, c'est de retrouver une créativité existentielle. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, Vivre avec son passé, je montre que c'est possible, même quand on a vécu les pires traumas, et parce qu'on a fait des découvertes assez récentes sur le fonctionnement du cerveau, bien d'en parler, d'ailleurs, qui laissent penser que finalement, la créativité presque neuronale, elle est encore possible, là même où on pourrait croire qu'elle ne l'est plus. Bible. C'est confirmation, comme je dis. Oui. Alors ça, c'est Albert Bocquébert qui dit non, Charles, parce que je ne suis pas neuroscientifique et j'ai beaucoup interrogé des amis sur le sujet, Lionel Nakache, que vous connaissez peut-être, Albert Bocquébert, que tu as peut-être reçu. Oui, je l'ai reçu plusieurs fois. Et en fait, du coup, à chaque fois que je dis une connerie, il me dit non, c'est pas ce que je t'ai expliqué. Ce livre, d'ailleurs, Vivre avec son passé, puisqu'on en parle, il est le résultat de cette enquête que j'ai faite au Pays des neurosciences sans rien y connaître. Il est le Vivre avec ton passé. Et il est surtout, en plus, alors, ce qui est bien pour tes fans, c'est qu'on
on voit la progression, enfin, quand tu nous parles de ce rapport au réel, que ce soit avec la confiance en soi, on va y aller là justement, parce qu'il y a encore une autre étape, les vertus de l'échec, la rencontre. Là, il y a quand même une évolution, parce que tu es dans une philosophie d'acceptation, Ouais, d'approbation de la vie, qui n'est pas, il faut quand même le souligner, qui n'est pas résignation. Parce que la frontière, on pourrait être très stoïcien et dire, bon, ben, c'est comme ça. Il y a quand même pas une résignation, parce qu'il y a toujours le mouvement, cette action que l'on doit faire. Et là, avec le vivre avec son passé, il y a quand même une évolution dans ta réflexion. C'est vrai, je peux peut-être vous expliquer Oui, en 5 c'est pour minutes. ça que je voudrais que tu en parles. En fait, tous mes essais, jusqu'à celui-là, le dernier, Vivre avec son passé, dessinaient une philosophie de l'acceptation, du consentement, qui en effet n'était déjà pas une résignation, mais qui était quand même une acceptation. Pour le dire vite, j'ai expliqué dans les vertus de l'échec que la principale condition pour que l'échec soit vertueux est d'abord qu'on l'accepte et qu'on ne soit pas dans le déni. Après, j'ai expliqué dans la confiance que la condition de la confiance est l'acceptation de l'absence de confiance, en fait. L'acceptation de la crise de confiance et du doute. Et ensuite, dans la rencontre, j'expliquais que la condition pour qu'il y ait vraiment rencontre est l'acceptation de la possibilité qu'il n'y ait pas rencontre, voire que ce soit une rencontre toxique. Donc il y avait beaucoup de réflexions sur l'acceptation. Et quand j'ai écrit sur le rapport au passé, j'étais lancé sur ce chemin et je comptais écrire un livre dont la thèse aurait été on doit bien accepter le passé puisqu'il est passé et qu'on ne peut pas le changer. Donc un livre stoïcien en gros. Et c'est pas du tout le livre que j'ai écrit. Même j'ai écrit le contraire. Parce que je me suis rendu compte en travaillant avec les neuroscientifiques, avec les psychothérapeutes dont la pratique a été réformée au contact des neurosciences, que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et qu'en vérité, on réécrit l'histoire sans cesse. Et que donc on est beaucoup moins dans l'acceptation d'un passé qu'on ne peut pas changer que dans la réécriture d'un passé qu'on commence par changer avant de l'accepter. Et du coup, on a retrouvé dans ce livre une créativité bien plus mise en avant que l'acceptation stoïcienne. Et c'est ça qui a été intéressant dans ce livre. Là aussi, j'ai beaucoup galéré, en fait, parce que le livre ne marchait pas. Et j'ai complètement changé la thèse. Et je l'ai abandonné, en fait, le premier livre. J'en ai fait un autre entre-temps. Et finalement, je suis revenu dessus en repensant complètement le rapport au passé et en montrant que le passé est comme une matière qu'on resculpte, qu'on retravaille d'un point de vue à la fois cérébral, mais aussi d'un point de vue spirituel, et qu'il ne s'agit pas du tout en fait, d'accepter le passé. Alors évidemment, il y a quelques événements qui ont eu lieu qu'il ne s'agit pas de nier. Il faut bien accepter que cela a eu lieu. Mais c'est complètement epsilonesque au regard de tout ce qu'on peut changer, réécrire, réinterpréter. Et la thèse, c'est que le passé est comme une partition qu'on peut réinterpréter, comme un texte qu'on peut en partie réécrire, comme une forme à laquelle on peut imposer une forme nouvelle. Alors évidemment, c'est le philosophe, ce que je vous dis là, ça m'aurait horrifié il y a 5 ans. Il y a 5 ans, moi j'étais freudien, lacanien, spinoziste, et j'avais fait 17 ans de divan, et 17 ans à me dire, il faut juste entendre que c'est là. Et plus tu l'entends, plus tu le vis bien. Donc du consentement. Et en fait, tout en ayant adoré cette expérience du divan qui m'a beaucoup nourri, elle a aussi montré ses limites. Et après, j'ai découvert, théoriquement, mais aussi en tant que patient, ces autres thérapies dont je parle dans ce livre, qui sont des thérapies beaucoup plus interventionnistes, de réécriture, de rescripting, de remodelage. Et là, j'emploie des mots qui m'auraient rempli d'horreur il y a 5 ans. Mais c'est ça qui est intéressant dans un chemin de travail. C'est ce que... et d'ailleurs, je finis juste qu'après, je vais oublier. Oui. Ce livre-là, c'est au fond le livre de ma prise de distance avec le freudisme. Au fond, c'est le livre... Tu es devenu Jung. Je suis pas devenu quoi que ce soit, parce que j'aime bien tout, mais j'ai pris une distance par rapport à la note freudo-lacanienne qui en fait dominait tous mes essais de philosophie. Et moi, j'étais un philosophe qui avait été libéré par le freudisme, au fond, par cette idée d'entendre que ce qui est là ne peut être changé. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était assez faux, en fait. On peut changer beaucoup de choses, et surtout le passé. C'est ce qu'appelle Bergson
la récapitulation créative. Exactement. Ouais. Très bon concept de Bergson. Il faut faire une récapitulation créatrice de son passé pour aller de l'avant. Alors explique à nos amis justement, parce qu'il y a deux attitudes qu'on peut avoir avec le passé, parce que c'est quand même important, et on reviendra après sur la confiance en soi, c'est qu'on peut très bien faire un déni. Bon, Ouais. bon, le passé est passé, bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et puis après, il y a celui qui vit tout le temps dans le passé. Alors, comment trouver la juste voie Ouais. pour juste l'espace qui va nous permettre d'être créatifs et de une partie au moins de son passé, le reprogrammer, comme tu dis, en porte. C'est vrai que ce sont des mots un peu particuliers. Alors, reprogrammer, c'est quand même bizarre comme mot. Oui, c'est pas bizarre. C'est un mot horrible. Reprogrammer. Oui, parce qu'on d'ailleurs, on a l'impression d'être une machine. D'ailleurs, dans la pièce de théâtre issue de mon roman La Joie, le roman qui est là, Oui. hier, elle était jouée au théâtre de Montparnasse, et c'était la dernière. Et en fait, la fin de la pièce, c'est vraiment sur ce mot, compris dans toute son horreur. Il y a un médecin, pardon, qui dit à un patient, vous savez, le cerveau humain, c'est comme un ordinateur, quand il est déprogrammé, on peut le reprogrammer. Donc je déteste ce mot. Ben, moi aussi, Mais pourtant, c'est la vérité. j'ai écrit donc La Joie il y a 10 ans. Et là, tout ce que j'ai lu, des neurosciences, des thérapeutes nouveaux, fait que finalement, je veux bien l'accepter. C'est quand même un peu ça. Il y a quand même des choses qu'on peut un peu reprogrammer. Je m'explique. Si le mot est horrible, il renvoie à quelque chose de relativement pertinent, qui est qu'on a hérité du passé des schémas de pensée, des vérités émotionnelles, des visions du monde, qui étaient cohérentes quand on avait 12 ans et qu'on était tyrannisé par un père autoritaire, qui étaient cohérentes quand on était une jeune fille de 20 ans qui a été agressée sexuellement 2 fois dans ses 2 premières histoires, qui étaient cohérentes à un moment de la vie quand on a été vulnérable, voire victime, mais qui ont voyagé dans le temps, inchangé, et qui continuent à déterminer notre rapport au monde et aux autres, et c'est devenu complètement incohérent. Et donc, en effet, ces nouvelles thérapies sont proposées de faire 10 ans, même 50, 10 ans, proposent avec des méthodes que je ne détaillerai pas maintenant, c'est trop technique, mais effectivement de casser ces schémas de vie, de casser ces schémas de pensée, de casser ces vérités émotionnelles. Et on a découvert que c'était cassable parce qu'on a compris où est-ce que c'était localisé dans le cerveau et dans quelle fonction cérébrale ça se nichait. Étant entendu que si les souvenirs ne sont pas trouvables quelque part parce qu'ils sont nulle part dans le cerveau, ces règles de vie implicites, on sait à peu près où elles sont et on sait à peu près comment les casser. Alors là, il y a un espoir absolument inédit qui apparaît, c'est que vous avez des gens qui portent un trauma depuis, je sais pas, 15 ans et qui vont se retrouver en 3 séances comme libérés parce qu'il y a des méthodes qui permettent de désamorcer cette règle de vie implicite qui est quelque part dans le cerveau qu'on arrive à atteindre en fait. Donc c'est vrai que le spiritualiste que j'étais allergique à toutes ces métaphores mécanistes a changé. Voilà. Je parle de moi à la troisième personne un peu comme Alain Delon maintenant. A changé. Donc j'ai changé. Et je reconnais que c'est bizarre. Voilà. C'est un changement bizarre. Non, c'est pas bizarre. Si tu prends par exemple l'expérience de l'EMDR, Ouais, c'est ça aussi. oui, pour l'avoir vécu, tu as ta blessure et évidemment l'épisode, l'épreuve vécue, on ne peut pas l'effacer. En revanche, l'émotion associée à Oui. est effacée, donc de fait, la règle de vie ou le comportement qui serait lié à ce trauma s'efface également. Exactement. Donc, Et d'ailleurs, je Oui. vais aller encore plus loin. Dans ce que raconte Christine, alors l'EMDR ou d'autres méthodes, c'est comme si on allait se libérer d'un trauma assez vite. Mais en fait, on a toujours pensé que c'était une habituation. C'est-à-dire qu'on a une image traumatique qui nous empêche de vivre, et grâce à l'EMDR, à force de la visualiser dans certaines conditions, on arrive à s'y habituer. Dans ce cas-là, ça rappellerait encore les stoïciens qui disaient qu'on va s'habituer à la perte, au deuil, à force d'y penser, s'habituer à l'idée de la mort, à force d'y penser. Mais là aussi, et c'est ce que j'explique dans le livre Vivre avec son passé, en fait non, c'est pas de l'habituation.
quand on comprend ce que c'est que les circuits neuronaux, en fait, on ne s'habitue pas, on l'appréhende autrement. Voilà. C'est pas qu'on s'habitue en repassant sur le même chemin neuronal et en usant la douleur, comme on l'a toujours dit, comme les thérapeutes des années 70-80, ils disaient on use la douleur, on s'habitue. Non, en fait, on est créatif, on y revient. Voilà, on y revient. Et moi, je n'avais pas compris au début quand j'écrivais ce livre, je pensais on reprenait des chemins neuronaux et que ça usait la douleur et que finalement on supportait l'émotion insupportable. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, les gens qui connaissent mieux ça, c'est qu'en fait, pas du tout. Ce sont des nouveaux circuits neuronaux qui se tissent autour du même souvenir. Autrement dit, on est bien dans de la créativité et non pas dans de l'acceptation. Voilà. Ce qu'on voulait démontrer depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on veut Voilà. démontrer depuis tout à l'heure. Exactement. Une chanson. Ah, quand ah on- oui, une chanson. J'ai Allons-y. une chanson qui pourrait illustrer ce propos. Bah, vas-y. Alors vas-y. C'est pas moi qui les propose. Lâcher une fois comme ça, Ah oui. en ce beau matin d'automne à froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas. Et si voulais-je monter en bas? Je savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? Elle s'en vient, s'en va. Comment sont tes nuits et combien as-tu gardé de nos amis? Comment est ta peine? Est-ce qu'elle te susurre voler de nuit? Comment va ta vie? Comment va ta vie? La mienne comme ci, comme ça. Bravo. Bravo, Sylvain Aurel. Alors, très bonne idée. Oui. Très bonne idée parce que ce que chante Violet, il faudra qu'on apprenne à vivre avec ça. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec ça. Il ne faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec ça. Et justement, on pourrait se dire, c'est juste apprendre à vivre avec, comme si ça restait inchangé, comme si c'était juste de l'habituation, mais en fait, non. Apprendre à vivre avec ça, c'est à le voir autrement, à le recevoir autrement, à le vivre autrement finalement, à Exactement. être traversé. À être autrement. traversé Voilà. autrement. Ouais. Alors peut-être, on pourrait rester... Il y a un autre, pour terminer cette première partie, que je voulais voir avec toi quand même, c'est dans la confiance en soi, il y a une partie que, bon, pourrait... Anne de Fourmentel disait que la confiance en soi n'existe pas, il n'y a que la confiance, confiance en l'autre, c'est ce qui nous permet d'avoir confiance en soi. Et dans la confiance, on en parle beaucoup, comme je fréquente grâce à Marco Polo d'ailleurs, de nombreux écrivains voyageurs, comme Sylvain Tesson, Olivier Weber et bien d'autres, et qui ont ce goût du dépassement de soi, et qui se mettent en joie. Ouais. Et ce soir, je voulais te faire une surprise, un cadeau, Une autre, après Sylvain. après Sylvain. Mais là, c'est une femme. Ah. Et là, pour nous, les femmes, c'est une championne du monde. Alors, oui, une championne du monde. Alors, je demande à Domitille Quinger de se lever. Attends, elle voit pas. Viens là. Non, mais c'est pas derrière, elle voit pas. Alors, oh, voilà, tu mets à côté de moi.
Alors, quelques mots, Domitille, je te prie de m'excuser, pour te présenter et après on va mettre une séquence pour toi qui aime le tennis. J'aime aussi beaucoup ça, c'est magnifique. Alors vas-y, je te laisse te présenter. Alors les images que vous avez vues ce soir sont des images principalement de free fly en compétition. Quand vous nous voyez à deux en train de danser dans le ciel, c'est une discipline artistique, un peu comme du patinage artistique, mais on danse en l'air au lieu d'être sur de la glace. Et puis quelque chose qui m'a beaucoup occupée ces dernières années sont les records de grande formation. Vous en avez aussi vu quelques images, quand on cherche à construire la plus grande figure accrochée en plein ciel. Et tout à l'heure, quand vous parliez d'expérience extatique, de connexion et de se fondre dans un, je peux vous promettre que la joie qu'on ressent dans ces quelques secondes suspendues, tous connectés les uns aux autres, elle est assez spectaculaire. Voilà. Je voulais vous présenter notre forme de joie dans le ciel. Et donc là, tu envoies juste l'image par rapport. Mais d'ailleurs, Petite juste surprise. un mot par rapport à ça. Oui. C'est déjà ce qu'on a vu, et c'est quelque chose qui manquait à notre réflexion pour l'instant, Ah ben justement. c'est la joie du lien, la joie d'être ensemble, comme ça, dans la figure, dans la beauté, c'est merveilleux. Voilà. Pour tous ceux qui aiment le tennis. C'est pour toi. Ouais, va. il paraît que tu es fan de tennis. Alors nous aussi, on joue avec des balles de tennis, mais de façon... Voilà. Là, vous parliez de liberté d'être au soin et de la joie qu'on peut y trouver. Mais ça sert absolument à rien, mais qu'est-ce que ça nous rend Alors il faut dire que dans la balle de tennis, elles sont. Alors, elle est plombée, oui, effectivement, parce qu'une balle de tennis, à son poids normal, ne peut pas voler avec un humain tête en bas. Donc, si jamais vous avez envie de faire un saut en parachute avec une balle de tennis, le poids parfait pour la tête en bas, c'est 283 grammes. Voilà. Alors si vous voulez avoir la tête en bas et les pieds en l'air, c'est souvent mon expression, 283 grammes. Ça s'appelle le free fly, c'est ça? Oui, Le free fly, oui, c'est la donc nous avons notre championne du monde et évidemment c'est une femme. Hein. Bravo. Ben, ça, c'est une surprise. J'espère Bravo, bien. c'est très beau. En tout cas. Donc voilà. Donc maintenant, eh bien, nous allons faire une première pause. Très bien. Je te remercie, Charles. C'est moi, merci pour les surprises. Hein, et puis, on est tous en joie, on communie, on est en lien. Et c'est vrai que notre cercle est aussi un exemple. Je parle souvent de créer du lien, de mettre en lien. Enfin, c'est vraiment ma vocation. Mais j'ai quand même un héritage. Alors évidemment, j'ai l'héritage, comme dirais-je, notre cher philosophe de tout ce que je suis, évidemment, mais en même temps un héritage d'une personne dont j'ai la fierté qu'elle soit dans mon prix littéraire et qui nous a ouvert la voie, puisqu'il a présenté les émissions littéraires après Bernard Pivot, donc avant François Bunel et maintenant... je me savais Augustin Trapenard, c'est son prénom que j'oublie toujours. Et donc, je voulais ce soir avoir une pensée particulière pour Frédéric Fernet, dont j'aimerais qu'il se lève, s'il te plaît, merci. Ah, si, Frédéric. Je suis vraiment très fière de l'avoir. Attends, on va te faire parler 2 minutes. Dans notre prix littéraire, son dernier ouvrage, c'est une vraie petite perle, vraiment, l'amour de la lecture. Alors, allez vous le faire offrir, allez l'acheter, surtout qu'il m'a confié cet après-midi qu'il était en train d'écrire une sorte de suite, hein, c'est ça Frédéric au fond. Mais quand on parle d'héritage, quand même, on est dans la transmission, j'en parle souvent. Il est, tout en créant du nouveau en joie, eh bien, il est bien aussi de savoir d'où on part. Et donc, Frédéric, on marche un peu sur tes pas et je te remercie. Donc, quelques mots quand même, s'il te plaît, parce que tu as le bateau livre et bien d'autres émissions. Tu étais critique de théâtre également, donc toute une époque. On avait demandé à Beckett, je ne comprends pas à Beckett. Non, tiens, lève-toi s'il te plaît pour nos amis qui sont au Un fond. jour, on a demandé à Beckett pourquoi écrivez-vous. On a envoyé l'enquête à plein d'écrivains, beaucoup répondaient en 2 pages, 3 pages. Beckett a répondu 3 mots. Bon qu'à ça. Je m'identifie beaucoup. Je ne sais pas faire quoi que ce soit d'autre bien.
je crois. Ben, c'est déjà beaucoup pour nous. Merci. Alors maintenant, bel appétit. Deuxième partie, donc si vous avez d'abord des questions pour Charles, pour commencer. Ça va? Donc on va dîner. Hein? Oui, oui, On va dîner, Christine. oui, oui. Ce mot de Sagan dit on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ah oui, c'est beau ça. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Exactement. Ça aurait pu être l'exergue de mon De livre. ton livre, Ouais, absolument. exactement. Bravo. Donc, bel appétit et on se retrouve ensuite avec nos amis italiens qui viendront se présenter. Je vous remercie de votre attention. C'est quoi ça? Ah ben c'est un micro. Ouais. Quelle surprise!